Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment atteindre l'indépendance financière grâce à la division foncière, donc en divisant des terrains. Du simple détachement de parcelles jusqu'au lotissement complet, la promesse du livre, c'est d'arriver à dégager 50 000 € de marge par an pour pouvoir en vivre, pour pouvoir prendre son indépendance et sa liberté. Je voudrais commencer ce podcast comme chaque fois, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Jérôme, Anthony, Fabienne, Xavier, Yann, Alex, Quentin, Likigai, Investimo, So, David, Gaëtan, Rachid, Xavier, Clément, Thomas, Manu et Adriane. Un grand merci à vous tous pour vos retours, pour tous vos commentaires suite au podcast de la semaine dernière. On va avoir le temps de revenir dessus tout à l'heure. Je voudrais remercier aussi Pam Pam Imo qui m'a mis un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast avec donc commentaire plus note et on est à 70. Donc on n'est pas loin de notre objectif de 100, on en a fait 70%. J'aimerais vraiment que d'ici la fin de l'année on arrive à 100 commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, ça serait vraiment chouette parce que c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Et d'ailleurs je vous remercie énormément parce que vous avez été nombreux à suivre mes petites demandes de coups de pouce, puisque ça y est, on est 215 sur SoundCloud, on est 189 abonnés sur YouTube, presque 200, donc objectif les 200. Donc voilà, si vous aimez bien ce podcast chaque semaine, si vous l'écoutez régulièrement, un petit like, un petit abonnement, ou le partager avec des gens que vous aimez bien, que ce soit verbalement quand vous êtes en train de boire un coup avec des potes, leur proposer le podcast, ou des investisseurs, ou alors le reposter et tout. C'est vraiment ce qui m'aide le plus parce que référencer les podcasts aujourd'hui, c'est super difficile. Mais on va avoir le temps d'en parler encore aujourd'hui. Écoutez, je vous propose qu'on fasse le retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, c'était, roulement de tambour, les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Donc j'ai reçu beaucoup de messages, et notamment des messages super personnels et des messages très personnels qui m'ont fait super plaisir, mais on me demandait de pas trop les partager non plus, donc on va pas les partager ces messages-là, mais en tout cas c'est un podcast qui vous a touché un sujet peut-être un peu plus lourd, un peu plus grave que les sujets d'habitude, mais justement si ça nous touche et que ça nous paraît grave, c'est que on appuie un peu là où ça fait mal. On veut pas se rendre compte parfois que la vie elle est courte, que la vie elle passe. Et j'ai pu m'en rendre compte cette semaine parce que j'ai lu un excellent livre qui est La 25e heure. C'est un livre assez récent qui a été écrit par 3 Français. Et dedans, il représente la vie avec des petits points. Chaque petit point, c'est un mois. Et ça fait un quadrillage, en gros. Donc, il y a 36 points par ligne, 3 ans par ligne. Et on doit colorier là où on en est dans sa vie. Et moi, j'ai colorié 38 petits points sur les 90. Et on se rend compte que j'ai fait 40%, 45% de la vie. Donc il faut, ça fait mal de le voir comme ça d'une certaine façon. Et d'un autre côté, ça montre que il faut pas la gâcher, quoi. Faut vraiment en prendre soin. Et l'exercice est assez drôle quand même. Enfin, je sais pas si on peut parler de drôle, mais en tout cas assez dérangeant, déroutant. Et donc j'ai reçu beaucoup de messages personnels. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient écrit à leurs amis suite au podcast. Et je vais vous expliquer que j'ai fait un peu la même chose que ces gens-là. C'est pas le regret le plus évident qu'il y a dans ces 5 plus grands regrets. J'aurais dû accorder plus d'importance à mes amis. C'est pas le regret qui vient en premier quand on se dit pas quand on va mourir. Une des choses à laquelle on pense, c'est j'aurais dû profiter plus de mes amis. On va plus penser peut-être à sa famille ou à moins travailler, ces regrets-là. Et du coup, ça permet d'en prendre encore plus conscience en se disant que s'il y a des gens, quand ils arrivent en fin de vie, c'est quelque chose qui pour eux est un vrai regret de ne pas avoir profité de leurs potes, c'est que c'est vraiment super important. Et donc il y a plein de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit tu vois, ça m'a rappelé, j'ai envoyé un message à un pote que j'ai pas vu depuis longtemps. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, donc j'étais en vacances en van la semaine dernière, toute la semaine dernière, j'ai fait toute la côte landaise, et je suis allé jusqu'au Cap Ferret. Et je sais pas si c'est l'ambiance des petits mouchoirs que j'ai vus là-bas, mais ça m'a donné envie de passer des vacances avec des potes. Donc j'ai fait
un doodle et un long message WhatsApp à tous mes amis. On est une dizaine de couples de potes en fait. Maintenant, on a tous des enfants, donc si on réunit tout le monde, on est quasiment 40. Et l'idée, c'est l'année prochaine, au mois d'août, d'arriver à louer une maxi villa et à tous passer une semaine tous ensemble. Les grands, les petits, voilà, ambiance un peu petit mouchoir. Et je sais pas, je m'étais toujours dit que ça pouvait être cool en fait de faire des vacances comme ça avec vraiment tous ses potes, quelques jours ou une semaine. Je me suis toujours dit que c'était cool. Mais voilà, c'est des choses qu'on repousse, qu'on fait pas. On se dit je les ferai l'année prochaine. Et en fait, un été, plus un été, plus un été, les enfants grandissent. Puis c'est des choses que quelque part, parfois, on fait pas. Donc j'ai lancé l'idée et l'hameçon a bien mordu puisque tous mes potes, tous les couples étaient emballés. Donc on va organiser ça pour l'année prochaine. Donc comme quoi, le podcast me sert aussi à moi. Et ça, c'est vraiment, vraiment trop cool. Je voudrais vous partager quand même un des messages, qui est un message de Quentin, qui résume vraiment simplement le podcast, mais d'une bonne façon, qui me dit « Salut Tony, je te fais un petit retour sur ton dernier podcast sur les regrets. Tous ces regrets sont sur des choses que les patients n'ont pas fait ou pas osé faire dans leur vie. C'est pour ça qu'il faut vivre à fond, en fonction de ce qui nous tient à cœur, pour être satisfait de sa vie le jour où on partira. Tu es un bel exemple, monsieur Une vie de liberté. Merci pour les valeurs que tu partages. » Bon, écoute, merci à toi, Quentin. Je sais pas si je suis un bel exemple parce que comme je dis souvent dans le podcast, j'ai pas non plus la science infuse, j'ai pas réponse à tout. La qualité que j'ai, c'est que je me pose beaucoup de questions pour essayer justement que la vie vaille le coup d'être vécue. Et justement, ce podcast, il me force à réfléchir et à pas être passif, quoi. Chaque semaine, en développant un nouveau sujet, en me poussant à réfléchir sur quelque chose, j'ai l'impression de aussi tirer le meilleur parti de ma vie et d'essayer d'en faire partager, de le faire partager aux autres, quoi. Et justement, ce que je pense aussi là-dessus, quand Quentin, tu me dis t'es un bel exemple, si tu passais une semaine entière avec moi au quotidien, tu verrais que la liberté ou le bonheur que j'essaye en tout cas de transmettre dans ce podcast, il n'est pas toujours évident pour moi, il est loin d'être naturel, justement. Je suis pas quelqu'un pour qui le bonheur, la joie de vivre, elle est facile, elle est innée, elle est naturelle. J'ai entendu des gens qui exprimaient un peu les mêmes choses. Christophe André, par exemple, le dit, pour lui, le bonheur n'est pas naturel. Ou David Laroche, que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui part de très très loin, niveau confiance en lui, niveau bonheur. Pour lui, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui se travaille, en fait. Et donc, voilà, on dit souvent que c'est le cordonnier le plus mal chaussé, alors... Je suis loin d'être le plus malheureux de la Terre, hein, bien sûr. Je suis très très heureux et j'essaye de le cultiver à fond et de vraiment de profiter au maximum du temps qui m'est donné, en tout cas. Mais voilà, quand on n'est pas le plus doué, on est souvent celui qui travaille le plus, on va dire, pour quelque chose et ça permet de le partager, quoi. Donc j'essaye en tout cas d'être un bel exemple pour inspirer, pour donner ces valeurs de liberté, de bonheur, d'apprécier les choses simples. Et voilà, donc c'est pour ça que ton commentaire m'a touché, Quentin. Et pour conclure un peu sur le podcast de la semaine dernière, ce qui est ressorti quand même un peu des messages, c'est que voilà, parfois on est pris dans la rat race. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce mot, et c'est vrai qu'il n'est pas joli, alors il n'est pas traduit littéralement en français, la course de rat, si on le traduisait en français, course de rat, comparer les gens qui bossent, qui font métro, boulot, dodo à des rats, c'est pas très très élégant quand même, on est bien d'accord. Quand on le prononce en anglais, rat race, ça passe un peu plus crème, quoi. Mais un peu comme toutes les expressions anglaises. Parce que ça a été traduit comme ça, mais il faut plutôt voir ça comme le hamster qui tourne dans sa roue, quoi. Il faut pas le prendre comme quelque chose de péjoratif. On n'est pas en train de comparer les gens qui travaillent à des rats, c'est pas du tout ça. C'est plus de dire que quand on fait métro, boulot, dodo, on est un petit peu comme le hamster qui tourne dans sa roue, sans but, quoi. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. C'était un petit éclaircissement qui méritait d'être dit. Mais donc voilà, parfois pris dans cette rat race, quoi, on se trouve souvent des fausses excuses pour pas vivre la vie qu'on a envie de vivre. On se dit que on a un crédit, on a un chrome sur la tête et il faut payer les factures, qu'il y a le loyer à payer, qu'on peut pas prendre de risques et tout. Et tout ça, c'est des excuses en fait. C'est des excuses. On se dit qu'on n'a pas le choix, mais la vérité, c'est qu'on a toujours le choix. Même si c'est un choix difficile à faire. Quand vous dites je peux pas vivre de ma passion parce que j'ai un crédit, parce que j'ai un loyer, en fait on subit pas, on choisit de ne pas vivre de sa passion, on choisit de
Voilà, on le dit souvent, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Et je trouve que cette expression, elle est hyper vraie, quoi. Pour avoir une vie facile, il faut faire des choix difficiles. Et des choix difficiles, ça implique parfois de quitter une situation confortable pour une situation délicate. Il y a toujours une progression en forme de J, quoi. Au début, on est sur la petite barre du J, là, on descend, que ce soit en salaire ou en confort, mais après être sorti de sa zone de confort, on remonte plus haut que la barre d'avant, vers une situation bien meilleure. Moi, je le vois, hein, quand j'ai quitté mon ancien boulot, j'ai commencé par gagner beaucoup moins, forcément, et après, le temps de mettre la nouvelle société en place, j'ai commencé à regagner plus. Et ça, c'est important à avoir en tête, que parfois, on se trouve des excuses de ne pas faire les choses, et voilà, et ça reste des excuses, quoi. Il y a des choix qui sont difficiles à faire, mais si on ne veut pas avoir de regrets, faut savoir faire ces choix-là. Et pour conclure, ça fait 3 fois que je dis pour conclure, ce que j'ai vu aussi de vos messages, et j'en suis le premier justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, s'autoriser à être heureux, c'est souvent le plus difficile, quoi. En tout cas, c'est le plus difficile pour moi. J'en parlais dans le podcast avec Yann, dans les Gentlemen Investisseurs. Je sais qu'Yann, il est un peu pareil que moi là-dessus. On a eu tellement l'habitude de travailler par le passé en échangeant notre temps contre de l'argent dans des métiers un peu difficiles ou chronophages, que on est toujours quand tout va bien, peut-être dans l'attente du prochain coup dur, quoi. Donc parfois, c'est difficile de s'autoriser à être heureux. Et on le verra dans les réponses aux questions qui m'ont été posées aujourd'hui, que ça ne peut pas couler de source, quoi. Faut faire un effort pour s'autoriser à être heureux. Et là, pour spoiler un peu, une des bonnes solutions quand on a du mal à s'autoriser à être heureux, c'est pas d'aller encore chercher à intellectualiser tout ça, c'est plus de mettre l'interrupteur sur off et de méditer. Ça permet d'être quand même un peu plus cool. Donc voilà, on en a fini en tout cas avec les retours sur le podcast de la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial puisqu'on va attaquer le sujet du jour. Alors vous verrez, ça sera un petit peu différent, mais c'est le 50e épisode. Ça fait 50 semaines aujourd'hui que j'ai démarré le podcast. Voilà, 50e épisode déjà de Une vie de liberté. Et je voulais commencer par... donc le podcast va se dérouler comme ça aujourd'hui. On va faire un petit bilan un peu du podcast, ce qui s'est passé pendant cette année, l'avenir de ce podcast. Et puis après, j'avais proposé sur Instagram de répondre à des questions. Donc j'ai sélectionné 5 questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Donc voilà tout. Alors le 50e épisode déjà, alors moi j'hallucine. Quand je me dis que j'ai fait 50 épisodes chaque semaine, enfin pas chaque semaine, mais un épisode par semaine pendant 50 semaines de suite sans jamais avoir sauté, quoi. Il n'y a pas eu une semaine de trou, c'est sorti tous les lundis à 10h depuis presque 1 an maintenant. J'hallucine un peu, je pensais pas si on m'avait dit que j'aurais tenu le pari, et pourtant ça s'est fait vraiment tranquille, cool, parce que je m'éclate en fait à faire ce podcast, j'aime vraiment ça. Autant j'ai pas envie de faire des vidéos, pas trop en tout cas, parce que derrière il y a du montage, il y a de la lumière à caler, il y a beaucoup plus de technique et ça me passionne pas. Moi ce qui me passionne c'est surtout de partager des idées et de rencontrer les gens derrière, voilà, que derrière il y ait quelque chose, quoi. Si c'est juste pour parler dans un micro dans mon bureau et le mettre sur internet, c'est pas ça, c'est que derrière j'adore quand on se rencontre en apéro IMO, quand vous me parlez sur Insta, quand on arrive à se voir, à échanger, à réfléchir ensemble, parce que voilà, sur ce podcast je partage des trucs qu'on partage pas non plus au premier venu comme ça dans la rue. Voilà, on va chercher loin. On ouvre son cœur, on ouvre ses tripes. Et du coup, les gens, c'est pas très élégant non plus, ça, comme expression. On ouvre ses tripes. Mais enfin, vous aurez saisi l'idée. Mais le but, voilà, c'est tout de suite avec les gens, quand on se rencontre, on échange de façon assez profonde, quoi, sincère. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est important. Puisque les apparences, machin, quand on rencontre les gens dans la vraie vie, si c'est pour jouer les apparences, c'est pas intéressant. Le but, c'est qu'on puisse connecter, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc, voilà, au bout de 50 épisodes, je m'éclate, j'aime toujours autant faire ça. C'est un format que j'adore. Et vous me le rendez bien, puisque avant d'attaquer le podcast, j'ai voulu voir à combien on en était. Et figurez-vous qu'au total, si je cumule SoundCloud, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, vraiment tout, on est à 50 000 écoutes sur la totalité des épisodes, donc une moyenne de 1000 écoutes par épisode.
ce qui est quand même un truc de fou pour écouter quelqu'un parler tout seul pendant 1 heure. Ça fait 50 000 écoutes, ça fait 50 000 heures, hein, plus ou moins. Et c'est monté un peu de façon exponentielle parce que le mois dernier, donc du 15 juillet au 15 août, là, on a fait 10 000 écoutes. Voilà. 20% des écoutes ont été faites le mois dernier. 10 000 écoutes par mois. Donc ça commence à devenir un peu sérieux et c'est vraiment trop cool. Donc je vous dirai jamais assez merci, ça me fait vraiment vraiment super plaisir et c'est génial quoi, c'est génial. Donc pour continuer avec ce bilan, grâce à ce podcast, c'était chouette parce que j'ai rencontré des gens hyper inspirants toute cette année. J'ai rencontré Alexandre du Club des Rentiers, qui est devenu un pote et quelqu'un d'une grande valeur que j'apprécie énormément. J'ai rencontré Caroline Artaud, une très belle rencontre aussi, très inspirante. J'ai pu rencontrer Gabriel Jarosson, Emeric Young, qui est vraiment un spécialiste de l'investissement socialement responsable. J'ai rencontré aussi quelqu'un qui est devenu un pote, quelqu'un d'exceptionnel, tellement jeune et tellement prometteur, Kylian Morin, le petit malin de Limo. J'ai pu faire un podcast avec Édouard Petit. Édouard Petit, c'est la personne qui m'a donné le goût à l'investissement en ETF, quelqu'un de brillant. J'ai pu faire un podcast avec lui. J'ai pu faire un podcast avec ma frangine, avec Sylvia, sur la diététique, sur comment mieux manger pour être mieux dans sa vie, puisque ma sœur est diététicienne, un super podcast. J'ai pu faire un podcast avec mon coach de CrossFit, mais qui est bien plus que ça, que coach, qui est entrepreneur, qui est passionné de santé, quelqu'un de vraiment concerné, compétent. Je ne tarie pas d'éloges sur toi, John. On a fait un super podcast qui vous a énormément plu sur le sport, qui doit s'appeler Le sport va sauver ta vie. Un super podcast que je vous encourage vraiment à écouter si vous voulez vous sentir mieux dans votre quotidien grâce au sport. Et même récemment, j'ai pu rencontrer quelqu'un que j'aime beaucoup, Antoine BM, qui m'a interviewé. Donc ça va bientôt sortir, je vous dirai quand ça va sortir. Mais ça, c'était vraiment aussi une grande rencontre parce que voilà, Antoine, il fait du web marketing, on n'est pas du tout dans les mêmes domaines, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il a un discours sur la liberté qui est génial. Il faisait des podcasts, aujourd'hui il n'en fait plus, ou beaucoup moins en tout cas, mais à une époque il faisait des podcasts presque quotidiens et c'était vraiment exceptionnel. Ce podcast, il m'a aussi permis de participer à des séminaires en tant qu'intervenant, donc j'en ai fait 2 séminaires où j'ai été invité. J'ai même pu faire notre séminaire, le séminaire du Club des Indépendants qui s'est tenu en mars, juste avant qu'on soit interrompu par le Covid, où j'ai fait une intervention, pas sur la division foncière, mais sur le mindset cette fois-ci. J'ai été invité pour le séminaire du Club des Rentiers qui, si tout va bien, se tiendra le 16 octobre à Lyon, où je vais partager même la scène avec Caroline Artaud. J'ai pu vendre des livres, puisque aujourd'hui, je crois qu'il me reste à peine 40 exemplaires. J'en avais commandé 500. Donc on en a vendu 460 d'exemplaires de Riches de Liberté. Et je sais que ça a aidé des gens, puisque j'ai eu des retours de gens qui ont appliqué, dont vraiment une personne qui m'a dit que sur une année, elle avait vraiment fait 50 000 € de marge, comme la promesse du livre. Donc ça me fait hyper plaisir. Et voilà, puis j'ai pu aider des gens, que ce soit aussi avec les coachings. Donc la moralité de tout ça, c'est voilà, si vous avez quelque chose à partager, faites ce que vous aimez, quoi. Ce podcast, je l'ai repoussé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je me suis dit, je veux faire un podcast, mais je le faisais pas, je me trouvais des excuses. Je me disais qu'avant, j'avais des salariés, qu'ils allaient l'écouter. D'ailleurs, je sais que j'ai certains anciens salariés qui écoutent ce podcast. Voilà, donc je leur fais un petit coucou, en tout cas, à ceux qui m'écoutent. Et je sais que Greg, par exemple, l'écoute. Donc, salut à toi, Greg. Et voilà, j'osais pas faire ce podcast. Aujourd'hui, maintenant, je crois que j'ai pété beaucoup de barrières dans la tête avec les burn-out. Donc, je m'en fous. Concrètement, je fais ce qui me plaît. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mais la moralité, c'est ça. On n'a qu'une vie. On a tous des choses à partager. On a tous une chose dans laquelle on excelle. Alors, je dis pas que j'excelle dans le podcast, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, vraiment. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Mais on a tous des choses à partager, en tout cas. Et si ça brûle en vous, c'est un crime de pas le faire, quoi. Voilà, il faut le faire, c'est hyper important. Pour l'avenir de ce podcast, j'ai Quentin qui m'a posé la question, quel est l'avenir du podcast ? Il y a pas mal de choses. Déjà, j'aimerais qu'on arrive à faire croître encore un peu cette communauté. Là, on est 2000 sur Insta, on est plus de 2000, 2030 ou 2035, je crois, j'ai regardé tout à l'heure. Donc, j'aimerais que ça grossisse encore pour que ça touche encore plus de gens.
pour pouvoir, de mon côté, aider plus de monde avec les coachings. Ça, pour l'instant, c'est une activité vraiment ponctuelle. J'ai 5 personnes et pour l'instant, c'est suffisant. Alors, si jamais vous avez envie d'être coaché par mois, si ça vous dit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je garde votre nom et tout. Je vous mets sur la liste pour les prochains, dès qu'il y aura de la place. Donc, vraiment, ça, ce qui me ferait envie, c'est d'aider de plus en plus de gens avec les coachings. Continuer de rencontrer des gens qui m'ont inspiré, vraiment les rencontrer dans la vraie vie, tant qu'à faire. Et j'ai de belles surprises dans les tuyaux, en tout cas pour vous, dans les prochains podcasts d'ici la fin de l'année. Il y aura des invités dans Une vie de liberté, des gens vraiment cool, en tout cas que j'aime beaucoup. Donc pour moi, c'est vraiment excellent et je vais vous faire partager ça, ça va être trop, trop bien. Donc voilà, ouais, je disais, continuer de faire grossir la communauté autour des valeurs que je propose avec ce podcast. Donc un podcast qui s'adresse à tous ceux qui ont envie d'avoir une vie plus libre, une vie choisie, de tirer vraiment le meilleur parti de leur vie, aux investisseurs aussi, aux gens qui avancent, qui veulent être libres, que ce soit financièrement, physiquement, mais aussi libres dans leur tête, quoi, qui ont envie de travailler là-dessus. Donc continuer à faire grossir cette communauté. Et puis, il y aura aussi des événements, qu'on va créer, des événements live dès que le Covid nous permettra enfin de nous retrouver correctement. On a une super idée de séminaire sur un week-end. Alors, ça sera vraiment en petit comité, peut-être maxi 15-20 personnes. Wake et business. Donc, on se retrouvera autour d'une base nautique où on peut faire du wakeboard avec un câble. Et on fera un week-end wake et business, investissement, que ce soit vraiment immobilier, mais au sens large. Donc là, j'organiserai ça avec mon pote Yann, bien sûr, et avec le Club des Indépendants. Donc, si ça vous dit, si c'est quelque chose qui vous botte, ça peut être donc pour l'année prochaine, à mon avis, autour du mois de mai, juin, qu'on puisse organiser ça. N'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta, c'est le plus simple, @unevie-de-liberté, m'écrire sur Instagram ou en commentaire du podcast. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire, qu'on puisse voir combien on est pour commencer à voir combien ça peut coûter, comment on s'organise et tout. Donc il y aurait un événement comme ça d'organiser et je pense la deuxième fournée, le deuxième séminaire du Club des Indépendants, sûrement au mois de mars. On va potasser là-dessus. Voilà pour l'avenir de ce podcast. Et je vous propose maintenant qu'on passe aux réponses aux questions. Pour ce podcast, j'étais en vacances la semaine dernière. On va en parler un peu aussi là-dedans, dans les questions. Et justement, j'ai un peu profité. J'ai pas développé de sujet et je vous ai proposé de me poser vos questions. J'ai pris quand même le temps de préparer, mais je voulais que ce soit un peu plus cool, un peu plus freestyle, un peu comme les premiers podcasts que j'avais fait ou la première FAQ que j'avais fait la semaine de mon anniversaire. Donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la première question. C'est une question d'Axel. Et Axel, elle me demande « Comment trouver mon équilibre personnel, travail, vie perso et vie sentimentale ?» Ça, c'est une grande question. Et je ne sais pas si je suis le plus qualifié pour te répondre, parce que concrètement, pour moi, ça a été super difficile à trouver cet équilibre-là. Alors, peut-être que, comme je le disais tout à l'heure, le cordonnier est le plus mal chaussé, peut-être parce que ça a été difficile pour moi, et qu'aujourd'hui, je pense que je l'ai trouvé. Il faudrait demander à ma compagne. Je suis pas sûr qu'elle dirait la même chose que moi, mais par contre, je l'ai trouvé beaucoup plus qu'à une époque, et je pense que c'est pour ça que je peux te répondre de la bonne façon. Avant, quand je travaillais, que j'avais mon entreprise, des salariés, je travaillais 70 heures par semaine, et ma vie, elle était clairement déséquilibrée. J'attaquais le boulot, je partais de la maison à 5h15 le matin, je rentrais le soir à 19h30, je voyais pas mes enfants, c'est simple, leur nounou, c'était ma maman, qui les gardait tout le temps, en fait, concrètement. Je les voyais un peu le week-end, c'était très compliqué, un bisou pour les coucher le soir. La vie amoureuse, on n'en parle pas, c'était pareil, très compliqué, que ce soit pour rencontrer des gens, ou pour sortir, ou tout ça. Assez difficile, et j'ai réussi aujourd'hui à avoir une vie plus équilibrée, justement, entre le travail, entre la vie perso, la vie amoureuse, où c'est quand même beaucoup plus simple. Et la première chose, justement, que j'ai faite et qui a à faire, c'est d'essayer de bien se connaître, déjà, d'être honnête avec soi-même. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais dire.
Si je prends mon exemple, je savais que ce que je faisais, que le management, c'était pas mon truc, par exemple, que j'avais plus envie de faire de management, plus envie de gérer de l'humain, des équipes, j'avais plus envie de faire ça. Et je le faisais quand même, donc tu vois, toutes des choses comme ça qui étaient assez en contradiction, en tout cas, avec les choses que j'avais envie de faire. Et c'est des choses que je niais parce que j'avançais, parce que voilà, il fallait avancer. J'avais vraiment cette culture que pour mériter les choses, il fallait travailler énormément. Moi, travailler 70 heures par semaine, j'avais l'impression de sauver le monde, jusqu'à me taper mon burn-out. Pour moi, c'était la seule solution, la seule voie possible. C'est comme ça qu'on était un bon chef de famille, en travaillant beaucoup pour sa famille. Et puis voilà, j'ai eu le burn-out, avec toutes les conséquences qu'il y a eu. Et donc la première chose que j'ai fait après les burn-out, c'est vraiment essayer d'être honnête avec moi-même. Pas jouer de rôle, et vraiment être en accord avec la vie que j'avais envie de mener. Donc ça s'est passé par connaître son pourquoi. Vraiment, le pourquoi on fait les choses, pourquoi on a envie de vivre. Moi, c'était donc la liberté et la famille. Et je me suis dit que c'était deux choses que je négligeais complètement. En travaillant 70 heures par semaine, j'étais pas du tout libre. Je voyais pas du tout ma famille. J'avais pas de vie amoureuse. Donc c'était très très compliqué. Et j'ai remis ça au centre des choses. Et comme dit Tony Robbins, la clarté c'est le pouvoir. Donc je me rappelle même qu'à cette époque-là, j'ai écrit noir sur blanc ce que je voulais que soit ma vie de rêve. Combien d'heures j'allais travailler, la personne avec qui j'allais partager ma vie, comment je pourrais m'occuper de mes enfants et tout ça. Donc j'ai vraiment mis ça noir sur blanc. Et c'est la première chose que je te conseillerais de faire si tu veux trouver ton équilibre personnel, justement, travail, famille, vie sentimentale, c'est d'être honnête avec toi-même sur qui tu es. Pas jouer de rôle, pas te mentir. C'est le plus dur, mais c'est hyper, hyper important. Je sais que j'avais un ami musulman qui me disait que, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de la religion de l'islam, mais qui me disait que dans l'islam, un des pires péchés, c'était de se mentir à soi-même. C'était un de mes potes quand j'étais pas encore en école d'ingénieur, quand j'étais en licence maîtrise, qui venait du Maroc et qui m'avait dit ça. Et ça m'avait marqué à l'époque, et je me suis dit, ouais, se mentir à soi-même, c'est vraiment pourri, quoi. Et donc voilà, donc ne te mens pas à toi-même, connais-toi bien, connais ton pourquoi, et écris vraiment la vie que tu veux. Après, ce qui a marché pour moi, c'est de faire un métier passion, clairement. Quand j'ai arrêté mon ancien job et qu'aujourd'hui je vis de mes investissements, je suis lotisseur, je suis marchand de biens, je fais des podcasts, je vends des livres sur internet, je vends aussi des formations, je fais des projets qui sont variés, qui a priori sont pas tous dans la même veine, mais qui en tout cas moi me passionnent, tout ce que je développe me passionne, et donc j'ai moins ce sentiment d'être tiraillé en tout cas entre ma vie perso et mon travail, puisque là on parle de vie perso et de travail, parce que je fais quelque chose qui me plaît vraiment. Et je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais en tout cas pour celui qui a une passion, essayer d'en vivre, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait, parce que moi j'ai plus le sentiment de passer à côté de ma vie depuis que chaque jour je fais quelque chose que j'aime. Et ça, je trouve que ça a résolu en tout cas beaucoup de problèmes dans ma vie entre mon perso et mon pro, puisque comme je fais ce qui me passionne, le pro et le perso se mélangent un peu. Alors on verra que ça a aussi d'autres conséquences, ça. Mais moi, c'est ce que je te conseillerais. Et justement, une des conséquences, c'est que ça prend beaucoup de temps. Quand on fait un métier passion, on n'a souvent pas de limite. Donc c'est d'être organisé. Si tu veux arriver à trouver un équilibre, il faut vraiment être organisé, avec des plages pour le travail, des plages pour le moment perso, des plages pour le couple, des plages pour les enfants. Même si ça paraît pas très glamour comme ça et un peu organisé, si tu veux vraiment profiter, c'est super important. Tout peut pas être au freestyle, quoi. Dans une semaine qu'on passe le dimanche en mode freestyle, bon, ok, quoi. Mais tous les autres jours de la semaine en mode freestyle, c'est impossible, quoi. Il faut que ce soit organisé. Là-dessus, il y a un très bon bouquin qui s'appelle La technique du succès d'André Muller, que je te conseille vraiment pour arriver à organiser le pro et le perso, qui est vraiment toujours super bon. Ensuite, comme tout ne peut pas être le mieux dans le meilleur des mondes, il y a toujours un prix à payer, quoi que tu fasses. Et ça, il faut en avoir conscience. Quoi que tu choisisses, si ton pourquoi c'est la liberté et les enfants, il y aura un prix à payer, c'est que tu
tu vas le sacrifier sur ta carrière, par exemple, tu vois. Ou tu vas peut-être le sacrifier sur d'autres choses, sur tes amis. Et ça, faut être conscient du prix à payer. Si tu choisis de passer beaucoup de temps avec tes enfants, c'est du temps que tu passeras pas ailleurs. Et payer le prix, quoi. Voilà. Tu vois, quelqu'un qui a une vraie vocation, on va prendre Steve Jobs, par exemple, qui avait vraiment envie de changer le monde, et qui clairement l'a fait, hein, puisque aujourd'hui j'enregistre avec un Mac, mon iPhone c'est Apple. Il a mis de l'Apple presque pas dans tous les foyers, mais en tout cas, voilà, il a vraiment développé une marque, quelque chose de fou. Il a développé, on va dire que son côté personnel et travail était au top. Par contre, ça a été un sacrifice au point de vue de sa famille. Si on prend la vie familiale de Steve Jobs, c'est raté, quoi, quelque part. Donc, il a choisi de payer ce prix-là, en tout cas, Steve Jobs, euh, pour développer une autre branche. Et ça, faut le savoir. Alors après, c'est pas complètement tout noir. Je pense que on peut pas tout travailler en même temps. Tu sais, alors je dis tu sais, parce que je réponds à Axel, mais vous savez, enfin, le multitasking, en tout cas, ce qu'on appelle le multitasking, c'est de faire deux choses, trois choses en même temps, ça marche pas. Comment dire, dans les trois quarts du temps, mais tout le temps, si on doit faire une tâche A et une tâche B, si on alterne A, B, A, B, A, B, on mettra forcément plus de temps que si on fait d'abord la tâche A en entier sans être dérangé et ensuite la tâche B. Et ben, je pense que dans la vie, si on veut trouver cet équilibre, on ne peut pas tout avoir en même temps. C'est-à-dire que si tu veux la liberté financière, par exemple, c'est peut-être pas le moment de consacrer trop de temps à ton couple en même temps, ou, je parle pour quelqu'un de jeune, hein, ou à faire fonder une famille tout de suite. Il faut peut-être mieux bosser à fond 2 ans sur sa liberté financière, peut-être rencontrer quelqu'un et faire les enfants après. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout avoir, mais peut-être qu'il faut prioriser certaines choses en même temps, l'une après les autres. En tout cas, c'est ce que je pense. Et accepter que l'équilibre il soit par période. Je vais prendre un autre exemple, mais quand on écrivait Riche de liberté, quand on a écrit notre livre avec Ben, pendant 1 mois, on n'a pas vu le jour, quoi. On a voulu que ce soit rapide, on l'a écrit à peu près en 1 mois, mais pendant 1 mois, on n'a pas été beaucoup disponible pour nos familles et nos enfants. Mais est-ce qu'il vaut mieux faire ça, ou est-ce l'écrire sur 5 mois au risque de se décourager, au risque que le livre ne sorte pas ? Puisque là, on en a vendu 450, alors bon, c'est des livres à 20 €, je vous laisserai faire le calcul, mais sur 1 an, ça fait quand même un petit chiffre d'affaires tous les mois qui a été bâti en 1 mois. Voilà. Alors que si on laisse traîner, bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'accomplir les tâches. Ou quand on a enregistré notre formation avec Ben, on est parti 1 semaine dans un Airbnb, le mien en l'occurrence, et on s'est bloqué 1 semaine entière tous les deux, où on a fait que bosser. On a dit, on sort pas de là tant que la formation elle n'est pas faite. Alors certes, cette semaine-là, on n'a pas vu nos compagnes, on n'a pas vu nos enfants, mais on n'a pas traîné ça, que ce soit dans la tête, en charge mentale, ou si on avait essayé de la répartir en 2 heures par jour pendant 3 mois, peut-être être moins disponible pour nos enfants, parce que dès qu'on se met dans la tâche, dans l'enregistrement d'une vidéo, on est peut-être un peu plus pénible et tout ça. Donc accepter, je pense que l'équilibre, il se construit parfois par période. Et tu vois, quand tu auras mis toutes les actions en place sur ta vie travail perso, on va dire par exemple sur tes investissements, tu as beaucoup plus de temps pour rencontrer quelqu'un, ou pour t'occuper de tes enfants, ou pour partir en week-end pour soigner ton couple et tout ça. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Je pense aussi, pour compléter un peu sur la question, que on peut dans sa vie pratiquer le minimalisme sur tout, tu vois, vraiment dans les choses physiques, retirer ce qui n'est pas essentiel, mais tu peux aussi le faire dans tout le reste de ta vie, quoi. Si tu entretiens des amitiés, alors c'est pas des amitiés, mais des connaissances qui n'ont plus lieu d'être, bon tu vois, couper les ponts à la limite. Pour avoir en tout cas que ton équilibre personnel, travail, vie perso, si tu as un client qui est complètement con, qui est insupportable, tu le vires. Si tu es dans une boîte, dans un boulot, ça je le vois beaucoup autour de moi, mais des gens qui se plaignent énormément de leur travail, de leur patron, ou même de leurs salariés, si t'es patron ou de leurs équipes, mais change quoi, change au lieu de te plaindre, change de boîte, vends ta boîte, fais autre chose. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité, parce que je me suis plaint pendant très très longtemps, je pense, hein. Mais voilà, il vaut mieux parfois retirer des choses que essayer d'en rajouter pour améliorer. Voilà.
Mais en tout cas, c'est ça, une vie bien équilibrée. C'est comme un arbre, quoi, avec des branches. Il faut qu'elles soient un peu toutes la même taille. Si tu sacrifies tout pour le travail, ben voilà, j'en reviens au prix à payer. Il y aura des prix à payer, quoi. Alors, si t'en es conscient, si c'est un choix et que tu payes le prix, bon ben, tu le sais, quoi. Si t'es pas prêt à payer le prix, il faut redéfinir le pourquoi, remettre de la clarté dans ce qu'on veut. Donc voilà, Axel, je ne sais pas si je t'aurais beaucoup aidé, mais en tout cas, c'est ce que je pense pour vraiment arriver à construire une vie équilibrée. C'est bien se connaître, définir son pourquoi et accepter les prix à payer qu'on ne pourra pas vraiment sur les choses sur lesquelles on ne veut pas tergiverser et payer ce prix-là et accepter que on va, comme sur un arbre, en fait, on n'élague pas tout l'arbre en même temps, on va élaguer une première branche, on en élaguera une autre et ainsi de suite. Je pense qu'on peut passer à la question de Laurent. Et Laurent qui me demande, dans une association, entre parenthèses, société de marchands de biens, les objectifs perso des associés doivent-ils être connus entre associés ? Est-ce que quand on s'associe pour une opération de marchand de biens ou dans une société de marchand de biens, est-ce que les objectifs personnels de chaque associé doivent être connus entre associés ? Alors je vais te donner... je vais te dire, j'ai pas envie de te dire ça dépend, je vais te dire que pour moi, en fait ça dépend. Si c'est du one shot, ton opération, si par exemple tu vas t'associer pour diviser un immeuble, tu vas créer une SAS de marchand de biens, une société anonyme simplifiée, une SAS, qui va servir que pour cette opération-là, et que vos apports seront strictement, on va dire, limités à cette opération-là. Pour moi, c'est pas utile d'aller raconter ta vie à ton associé. Il faut pas t'associer avec n'importe qui, forcément. Alors j'ai fait un podcast entier là-dessus qui s'appelle « Pour le meilleur et pour le pire », justement, sur l'association. Mais pour moi, c'est pas la peine d'aller lui dévoiler ce que tu veux faire dans 2, 3, 5 ans. Tu fais ton opération, quand l'opération est faite, tu écroules la société et terminé, quoi. Si tu m'avais demandé en SCI, je t'aurais dit que là, c'est super important parce qu'en SCI, attention, ce que tu peux perdre n'est pas limité au capital investi. C'est étendu à tous tes biens, jusqu'à ce que le crédit soit remboursé. Donc là, une SCI, on est vraiment beaucoup plus marié qu'avec une SAS. Il faut vraiment faire attention là-dessus. Après, si c'est du long terme, si tu as envie de créer vraiment une société de marchand de biens avec quelqu'un, avec un associé pour du long terme, comme j'ai créé AB Invest avec Ben, mon associé, qui est aussi mon cousin germain, pour moi, c'est hyper important que les objectifs perso soient connus entre associés. Ouais, c'est obligé. La première chose qui me vient, c'est surtout, il faut avoir une même vision de l'argent. Puisque vous allez générer de l'argent avec cette société, beaucoup en tout cas, je vous le souhaite. Et qu'est-ce qu'on en fait de cet argent ? Est-ce qu'on se le met en salaire ? Quelle vision a ton associé ? Est-ce qu'il est encore un peu dans l'esprit salariat et il veut un salaire, un gros salaire tous les mois ? Ou est-ce qu'il est carrément dans l'esprit entrepreneur et il se contentera d'un dividende en fin d'année, plus de faire de la charge sur l'entreprise, des indemnités kilométriques, passer tous les restaurants qui concernent, bien sûr, les rendez-vous avec les clients, bien entendu. Donc voilà, est-ce que c'est ça ? Ou est-ce qu'il a une vision complètement différente ? Ça, c'est super important. Si pour toi, ton associé, c'était un ancien cadre dans une boîte qu'il a été habitué à gagner 5-6 000 euros par mois, et que là, tu vas lui dire, on va se verser des indemnités kilométriques et un gros dividende en fin d'année, et puis voilà, et que lui, tous les mois, il voit rien qui rentre, il voit de l'argent sur les comptes de la boîte, mais rien qui rentre et qu'il le vit mal, ça va être hyper compliqué. Donc, pour moi, c'est vraiment important que les objectifs perso soient connus si c'est une association long terme. Idem, si y a un des associés qui a pour objectif d'être rentier, cool et vivre tranquille, de faire par exemple, si vous êtes deux, 100 000 euros de marge par an sur la boîte pour pouvoir se payer l'équivalent de 2000, 2500 euros entre les indemnités et le reste et vivre comme ça. Et si l'autre, il a l'objectif de faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an pour faire 400, 500 000 euros de marge sur la boîte, s'acheter une Porsche et mener la grande vie, ça va coincer. Hein. Clairement, vous n'allez pas vous entendre. Donc pour moi, si tu t'associes avec quelqu'un, dans une optique de long terme, il vaut mieux bien se connaître. Puis c'est une aventure, une association, c'est une belle aventure. Donc il faut la partager vraiment en profondeur, moi je trouve. Donc c'est bien de parler perso, de vraiment
mettre carte sur table et discuter à bâton rompu, quoi, sur les choses. Et bien sûr, après, j'en parle dans le podcast qui est dédié à ça, mais il faut contractualiser aussi. C'est très très important. Voilà, parce que tout ce qu'on peut se dire, ça reste de la parole. Voilà Laurent, j'espère que j'aurai répondu à ta question. J'ai une question de Yann. Yann, mon pote, mon binôme, Yalfa Imo, qui me dit comment éviter la routine et de ne plus apprécier tout ce que l'on a. Ah mon pote, tu me poses la question parce qu'on a un peu pareil parfois et on a du mal à apprécier ce qu'on a et comment éviter la routine de tous les jours, voir tout ce qu'on a et se blaser des choses en fait. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est voyage en van, mon pote. Fais une semaine en van, je te promets que quand tu vas retrouver ton confort, tu vas l'apprécier. Alors les gens qui m'ont suivi sur Insta, ils savent que je suis parti 2 semaines en vacances en van cette année. La première semaine, je suis parti avec un gros van Marco Polo Mercedes, dernier modèle de 2019 qui avait même pas 26 000 km, tout équipé, un peu comme l'équivalent d'un Volkswagen California T6, magnifique. Donc voilà, quand je me déplaçais, j'arrivais au camping, on a l'impression que j'étais le plus riche du camping. Je voulais même pas un truc comme ça, mais c'est tout ce qu'ils avaient à louer. Et donc c'était génial, quoi. On a passé une très très bonne semaine. Et là je suis parti avec mes enfants. Et la semaine dernière je suis parti avec ma compagne. On est partis tous les deux en van. Et on a loué un peu ce qu'on loue plus habituellement, vraiment le Volkswagen T4, mais version pas trop de confort, quoi. Donc celui-là il a pas l'eau, il a pas le frigo. C'est vraiment un van aménagé pour dormir, pour faire un peu de cuisine avec un camping-gaz, mais pas plus que ça, quoi. Et en plus le modèle qu'on a loué, il était vraiment plus simple que tout, quoi. Voilà, vraiment modèle tout simple. Et donc c'était des super vacances, on s'est vraiment éclaté, enfin c'était génial, hein. Mais voilà, t'as pas de confort, quoi. Donc quand tu rentres, tu apprécies un peu plus ce que tu as, quoi. Et de redormir dans un vrai lit, quand tu reprends ta voiture qui a la direction assistée, qui a tout, tu te rends compte du confort que tu as. Quand tu te retrouves à prendre des douches un peu à la bade dans les bois avec une douche solaire, c'est fun et ça te fait revenir à l'essentiel. C'est pour ça que moi j'aime les vacances en van. Ça fait vraiment revenir à des choses qui sont plus essentielles. Et en plus, ce van-là avait même pas de prise, donc j'ai même pas pu allumer mon ordinateur de toute la semaine. Je pouvais juste recharger mon téléphone. Ça permet de couper aussi un peu. Et je trouve que ça fait du bien. Et quand tu reviens, ça te permet d'apprécier ce que tu as. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est assez drôle parce que quand j'ai voyagé avec ce van-là, le regard des gens, c'est vraiment, vraiment marrant, quoi. Quand on arrive au camping, ou voilà, des fois, je me suis arrêté pour demander si on pouvait simplement prendre une douche dans un camping. Donc, il y a des campings qui acceptent. Et il y en a qui nous regardent, mais voilà, de bas en haut, comme des moins que rien. Et si seulement ils savaient, ces gens-là. Mais bref, mais c'est pour rire, quoi. Et je me dis, faut pas juger un livre à sa couverture. L'habit fait pas le moine. Et ça permet aussi quand je crois que c'est le 2e accord Toltec, ne jamais faire de suppositions, ne rien prendre personnellement et ne jamais faire de suppositions. Quand on fait pas de suppositions, c'est qu'on critique pas les gens. Il faut prendre d'ailleurs cette habitude de ne pas critiquer les gens. Si vous avez l'habitude de critiquer les gens comme ils sont habillés, ou comme s'ils sont gros, ou maigres, ou un grand nez, ou ce que vous voulez, c'est des choses qu'il faut pas faire. Et ça permet de voir, une anecdote marrante, mais on s'est arrêté au Cap Ferret, on a mangé des huîtres. Et quand on mange dans le restaurant, on ne voit pas. Puis quand les gens nous voient sortir du restaurant et arriver dans le van, on voit le regard des gens un peu qui sont interloqués de voir que on ne monte pas dans une BMW ou je sais pas quoi, on monte dans un van. On en revient un peu sur le podcast du tabou de l'argent, mais tout ça c'est assez drôle quand même. On se rend compte à quel point les gens aiment bien mettre dans des cases et tout ça, quoi. Donc, mon pote, pour te répondre à la première partie de la question, Yann, quand tu voyages en van, en tout cas, je sais c'est ce que ça m'a fait quand je suis rentré à la maison, retrouver le confort d'avoir une vraie douche, des vraies toilettes, un vrai lit, ça fait vraiment apprécier ce qu'on a. Après, pour te répondre à ça, vraiment, comment éviter la routine et comment apprécier ce qu'on a,
Il y a plein de poncifs qu'on peut dire, hein, tu vois, les trucs, dire, il y a pire ailleurs, tu vois. On a une belle vie, on a de la chance de vivre en France, on a tout ce qu'on veut, blablabla. Se comparer. Mais tout ça, c'est justement du blablabla et ça nous fait pas avancer le schmilblick. Alors, la réponse que je vais te faire, c'est te dire que ce qui peut vraiment aider, en tout cas ce qui, moi, m'aide, c'est de méditer et faire l'effort de gratitude. Il suffit pas de savoir que pratiquer la gratitude, ça permet d'apprécier ce qu'on a. Il faut le pratiquer, en fait. Tu vois, de te dire, mais pratique la gratitude, il faut avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Voilà, ça c'est balancé en l'air, ça s'envole, on n'en parle plus. Ça tombe pas sous le sens, si tu veux. C'est pas de savoir qu'il faut pratiquer la gratitude qui permet d'avoir cette gratitude. Il faut vraiment le pratiquer. Donc le pratiquer, c'est par exemple un petit peu comme quand j'ai fait le podcast cette année de la routine matinale. C'est le matin, tu te réveilles, tu médites, même juste 10 minutes, avec une appli type Calm ou Petit Bambou, tu vois, un truc cool, qui en tout cas te demande pas d'effort. Et ensuite, tu fais une petite prière de gratitude. Mais c'est tout bête, mais c'est juste de remercier l'univers. Alors, on ne parle pas de remercier le bon Dieu, et comme je dis à chaque fois, il n'y a rien de dogmatique ou de religieux là-dedans, mais remercier l'univers pour tout ce que tu as et qui va bien dans ta vie. Ça peut être n'importe quoi, mais pour avoir une voiture, pour avoir un lit, pour avoir à manger, pour avoir des apparts qui tournent bien, pour avoir du cash flow, vraiment tout ça, quoi. Pour ne plus être dans la rat race, et vraiment, ce que je pense, c'est faire cet effort de gratitude. Il suffit pas de le savoir, ça marche pas comme ça. Il faut faire l'effort de le pratiquer. Ça tombe pas sous le sens, quoi. Et en plus, pour tous les gens qui nous écoutent, pour toi, Yann, comme pour moi, comme pour beaucoup, beaucoup de gens qui m'écrivent, on en veut toujours plus par essence, parce qu'on est des investisseurs, parce qu'on aime relever le défi, parce qu'on veut du challenge, et on en veut toujours plus par essence. Donc, c'est pas très glamour tout ça, mais il faut faire un effort pour apprécier les choses. Ça paraît hallucinant de le dire comme ça. Mais comme on en veut toujours plus par essence, si on veut arriver à être heureux et apprécier vraiment au quotidien ce qu'on a, il faut faire cet effort-là. Après, la dernière chose que je pourrais dire, c'est d'arriver à vaincre la peur de manquer ou la peur de perdre. Et ça permet vraiment d'apprécier ce qu'on a. Si on arrive à vaincre cette peur-là, la peur de manquer, la peur de perdre, c'est la peur qu'on doit vaincre, par exemple, quand on doit faire un investissement qui n'est pas garanti. Demain, acheter 10 000 euros de Bitcoin, je pense que c'est facile pour personne. Parce qu'on peut se dire que demain, le BTC, il peut couper par 2, comme il peut multiplier par 10. On ne le sait pas du tout. On a une tendance, on a des idées, on a de la foi en quelque chose, mais avant de faire cet investissement-là, il faut arriver à vaincre cette peur de manquer, cette peur de perdre. Et je pense que justement, en arrivant à vaincre cette peur-là de manquer, tu vois, du coup, tu t'en fous de redescendre, on va dire, ça te permet d'apprécier vraiment ce que tu as. En tout cas, c'est ce que je pense, d'apprécier les choses simples. Et pour la routine, comment éviter la routine, tu vois, moi je l'aime pas bien non plus, la routine. Donc, ce que je peux conseiller, c'est changer, profiter, voyager. Ça revient un petit peu à ce que je disais au début du podcast, quand on faisait le retour sur le podcast de la semaine dernière. S'autoriser à être heureux. Si aujourd'hui, tu as investi, tu as du cash flow et tu as du temps, et que tu peux prendre une semaine de vacances tous les mois, ou tous les 2 mois, ou 2 semaines tous les 2 mois, faut les prendre. Faut changer, il faut voyager. Et justement, moi, le voyage, je vois qu'il me fait vraiment apprécier ce que j'ai. J'ai l'impression que j'apprécie beaucoup plus tout ce que j'ai depuis que je fais plus 70 heures par semaine et depuis que j'arrive à prendre 8 ou 9 semaines de vacances par an pour profiter de mes enfants. Et voilà, même si c'est pas pour partir, mais simplement prendre une semaine de vacances quand c'est les vacances scolaires, même en restant à la maison, mais pour profiter des enfants, quoi. Voilà. Voilà mon pote, voilà Yann pour ta réponse. J'ai une question de Romain maintenant. Romain qui me dit « Penses-tu qu'il faut avoir un certain cash flow pour investir en ETF ou alors pas du tout? On peut mettre 45 € par mois, tous les mois, un peu comme sur son PEL. » Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les ETF c'est un produit de bourse, c'est comme une action qu'on peut acheter, c'est même plutôt comme un fonds commun de placement, mais qui serait un peu automatisé. Un ETF, il va reproduire un indice. Il y a des ETF par exemple qui reproduisent le CAC 40,
Il y a des ETF qui reproduisent le S&P 500, l'indice boursier américain, ou des ETF qui reproduisent une action mondiale. En achetant un ETF, on achète une petite part des 1600 plus grosses entreprises du monde. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et on sait que la bourse monte sur le long terme. Donc investir tous les mois dans un ETF, c'est bien plus intéressant que d'aller foutre de l'argent tous les mois sur son livret A ou même sur son PEL. Donc, est-ce que c'est intéressant à partir de 45 € par mois ? Alors, je vais te dire oui. Surtout ne pas attendre pour investir en ETF. Comme on dit à chaque fois, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans, le premier meilleur moment. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, là, tout de suite. Après, je vais te dire que 45 € par mois, pour moi, c'est trop peu. Alors, attention, il faut bien écouter toute la réponse. C'est trop peu pour le faire chaque mois. Parce que si tu le fais chaque mois à 45 €, tu vas payer beaucoup trop de frais. Et ça va t'amputer beaucoup ta performance. Moi, ce que je ferais à 45 € par mois, ça fait 550 € par an. Je mettrais 550 € une seule fois dans l'année. Si tu peux mettre cette somme-là, je le mettrais une seule fois dans l'année. Tu te fixes le 10 janvier, par exemple, et tous les 10 janvier, tu mets tes 500 € en une seule fois. Ce sera beaucoup mieux que de mettre 45 € par mois où tu vas payer beaucoup de frais. Pour moi, quand on veut investir en ETF chaque mois, ça commence à partir de 300 € pour le faire chaque mois. Si tu peux mettre que 100 € par mois, tu mets 300 € tous les 3 mois. Tu vas mettre 300 € 4 fois par an. Voilà. Sinon, tu vas vraiment te faire bouffer avec les frais. Mais surtout, ne pas aller mettre ça, si c'est de l'argent que tu veux investir, sur un livret A qui sert à rien. Faut bien. Les ETF, c'est un super placement. J'ai fait un podcast entier avec Édouard Petit là-dessus, sur les ETF, que je vous invite à aller écouter, qui est vraiment super bien. Et tout ça, bien sûr, il faut le faire sur un PEA en ligne. Ça, c'est vraiment le plus important. Ne pas aller ouvrir un PEA dans sa banque parce qu'il y a des droits de garde, il y a énormément de choses. Votre banque, vous pouvez prendre l'assurance d'un bien si vous avez besoin de donner des contreparties. Même ouvrir une assurance vie, mettre sur le fonds en euros à la limite, sur une banque. Mais pas votre PEA. Votre PEA, il faut bien le faire en ligne, que ce soit sur Boursorama ou Fortuneo. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous avez envie de me remercier pour les podcasts, et que vous n'avez pas ouvert votre PEA, que ce soit sur Fortuneo ou sur Bourso, je peux vous parrainer. Ça nous fait gagner 80 € chacun. C'est vraiment pas mal. Net d'impôts en plus, donc c'est vraiment cool. Faut en profiter. Envoyez-moi un petit DM sur Insta et on peut faire ça. Donc j'en profite, je fais ma petite pub au milieu. Vous m'en voudrez pas. Mais voilà, surtout ouvrir un PEA en ligne. Très important. Et on arrive à la dernière question de ce podcast à laquelle j'ai choisi de répondre. C'est une question de Axel. Axel qui m'a coaché sur mon compte Instagram. Et Axel qui me dit « Liberté ou sécurité ?» Ah, grande question Axel, il me connaît bien. Il me connaît très bien et c'est une question qui est vraiment très intéressante. Alors, il y a une grande citation de Benjamin Franklin qui nous dit « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. » Et oui, alors c'est une citation qui a été un peu détournée, puisque Benjamin Franklin défendait sa liberté de taxer les gens dans cette citation. Donc elle est un peu détournée de son usage. Mais cette citation, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'elle oppose liberté et sécurité. C'est opposé, quoi. On sacrifie sa liberté pour la sécurité. C'est comme si c'était un curseur, hein. D'un côté, il y a liberté, d'un côté, il y a sécurité, et chaque fois qu'on avance d'un côté, on perd un peu de l'autre. Alors aujourd'hui, on va vraiment en parler du côté liberté, sécurité personnelle. Je ne vais pas commencer à parler de la liberté et de la sécurité du pays ou des gens. C'est pas le propos et c'est pas de ça que j'ai envie de parler, puis ça m'intéresse pas. Je préfère en parler au niveau personnel, en tout cas. Je suis allé voir les définitions de la liberté et la définition de la sécurité, dans le sens qui nous intéresse. La liberté, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte, autonomie. Donc la liberté, la possibilité, le pouvoir d'agir sans contrainte, l'autonomie. Donc typiquement un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, qui peut agir en théorie, puisqu'il y a des clients, mais en théorie sans contrainte et en tout cas en autonomie. Et la sécurité,
c'est l'état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se croit, se sent à l'abri du danger. Donc la question c'est, est-il possible d'être autonome et se sentir à l'abri du danger en même temps ? Ou est-ce que plus on est autonome, moins on est à l'abri du danger, et plus on est à l'abri du danger, moins on est autonome ? Est-ce que ça marche ce curseur-là ? Est-ce qu'on doit choisir liberté ou sécurité ? Alors, ce qui est marrant, c'est... donc je posais la question, est-il possible d'être autonome et de se sentir à l'abri du danger ? Parce que dans la question, dans la définition de la sécurité, c'est marqué quelqu'un qui se croit, se sent, et pas quelqu'un qui est à l'abri du danger. On voit bien la citation, c'est état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se croit, se sent à l'abri du danger. Donc elle ne l'est pas vraiment, c'est pas état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui est à l'abri du danger. La sécurité, c'est le sentiment, en tout cas, d'être à l'abri du danger. C'est pas être à l'abri du danger. Donc la sécurité, est-ce que, même dans la définition même, c'est pas tout simplement une illusion ? Est-ce qu'on peut vraiment être à l'abri ? Donc là, est-ce qu'on a à choisir entre la liberté et la sécurité ? Si la sécurité, elle n'est pas garantie. Ah, on va chercher loin là, ça y est, là on réfléchit. Donc, est-ce que la sécurité, quand on est entrepreneur, on prend l'exemple de l'entrepreneur, donc entrepreneur, la liberté qui est caractérisée par l'autonomie, et la sécurité par ce sentiment d'être à l'abri du danger, est-ce que c'est une question d'argent ? Est-ce que plus on a de pognon, plus on est en sécurité ? Alors, financière, oui, d'une certaine façon, mais est-ce que la sécurité, elle est garantie en tout cas ? Je vais prendre un exemple complètement extrême. Demain, Axel, tu te réveilles et tu es dans la peau de Jeff Bezos, carrément. Tu as 1000 milliards de dollars sur ton compte. Et demain, on a une grosse crise et tu perds la moitié. Tu te retrouves avec 500 millions de dollars, quoi. Enfin, je sais même plus compter, quoi. Ou en tout cas, 500 000 millions. Oui, 1000 millions. 500 000 millions de dollars. Est-ce que c'est tellement énorme, les chiffres ? Figure-toi qu'à mon avis, t'en serais malade. Si tu avais perdu la moitié de ta fortune, même si c'est des chiffres qui sont tellement gros qu'ils n'ont aucun sens, puisque je m'en perds même entre les 1000 et les millions, si d'un coup tu avais 1000 milliards et que tu en perdais la moitié, t'aurais mal au ventre quand même. Jeff Bezos, je pense que le jour où il voit sa fortune coupée en deux, même s'il lui faudrait 10 vies et s'y mettre à 10 pour claquer ce pognon, il aurait mal au ventre quand même. Donc on voit que la sécurité, elle est paradoxale, quoi. Elle est vraiment dans la tête. Pour moi, le vrai problème de cette sécurité-là, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, quand on choisit liberté ou sécurité, puisque liberté, ça voudrait dire entrepreneuriat, et sécurité, ça voudrait dire CDI, l'argent qui tombe tous les mois. Donc là, quand on est en CDI, on le voit bien, on se croit, on se sent à l'abri du danger, parce que on peut être licencié, la boîte, elle peut couler, ou il peut y avoir un plan social, ou n'importe quoi. Un CDI, ça peut se perdre, on peut faire une erreur, et puis voilà, ou n'importe quoi. Donc la sécurité, elle est toute relative. Donc pour moi, sur ta question liberté ou sécurité, de toute façon pour moi, tu t'en doutes, c'est liberté puisque je suis entrepreneur, je suis autonome, mais j'ai pas l'impression de perdre ma sécurité non plus, complètement, puisque le vrai problème, c'est pas d'avoir plus d'argent, le problème c'est de vaincre la peur de manquer et la peur de perdre. C'est vraiment ça qui compte. Si tu choisis la liberté, si tu choisis d'être entrepreneur, ton problème, ça va pas être de gagner 10 000 ou 20 000 ou 30 000 euros par mois en tant qu'entrepreneur. Parce que le jour où tu arriveras à 30 000 euros par mois en tant qu'entrepreneur, ce qui est un truc colossal que 0,001% des gens n'atteindront jamais, tu auras peur de repartir à 15 000. Alors qu'à 15 000, tu es déjà au top du top du top du top, tu vois. Et tu auras toujours peur de perdre si tu vaincs pas ce problème de peur de manquer. Pour moi, l'entrepreneur qui peut réussir, l'entrepreneur qui peut être libre, c'est l'entrepreneur qui est prêt à tout perdre et à tout recommencer demain. Parce qu'il n'a pas peur de prendre des risques, il n'a pas peur de saisir les bonnes opportunités. Si un mois, il gagne 5 000 euros, il est content. Si un mois, il gagne 15 000, il est super content. Si le mois d'après, il regagne que 5 000, il se dit pas, il commence pas à avoir peur et mal au ventre, puisqu'il sait que voilà, il se crée sa propre sécurité en multipliant ses sources de revenus. Et que s'il perd tout, c'est comme un jeu, quoi. Il recommencera demain. Donc voilà, je dis pas que c'est facile. Moi, je suis loin
d'avoir vaincu ma peur de manquer et ma peur de perdre. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que si on est un entrepreneur libre et qu'on veut plus de sécurité, donc plus d'argent pour se sécuriser en tout cas, puisque le nerf de la guerre il est là, le vrai problème c'est pas de mettre en place plein de solutions pour multiplier ses sources de revenus, c'est d'arriver à vaincre sa peur de perdre, sa peur de manquer. Ça permettra de saisir vraiment toutes les bonnes opportunités, de prendre des risques, et une fois que cette peur-là elle est vaincue, là on multiplie les sources de revenus, on n'a plus peur de les perdre, on n'a plus peur de trancher dans le vif quand ça va pas, et on atteint cette vraie liberté et cette vraie sécurité parce que justement on a fait sauter le verrou de cette sécurité. Et en tout cas c'est comme ça que je pense qu'on trouve la vraie liberté et une forme de sécurité en même temps, puisque sa sécurité c'est qu'on sait que même sans rien on sera bien, quoi. Voilà. Et on trouve une liberté dans la tête, et je pense que c'est vraiment la plus précieuse aussi, parce qu'on peut être libre dans son quotidien, libre sans patron, mais si on a peur toute la journée de ne pas arriver à se payer le mois prochain, la liberté qu'on a gagnée dans le physique, on la perd dans la tête, et ça c'est difficile, quoi. Voilà Axel, j'espère que cette réponse te satisfait. Écoutez, je crois qu'on a bien fêté ce 50e épisode du podcast ensemble. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir d'enregistrer, de répondre à vos questions. C'est toujours super cool de le faire comme ça. Je vois qu'on est déjà à 1 heure de podcast, donc je vais vous rendre votre vie et vous permettre de vaquer à vos occupations. Je vous souhaite, comme vous le savez, d'avancer vers vos rêves, de mettre en place toutes les actions qui vous rapprochent de votre liberté, qui vous font envie, toutes les choses qui brûlent en vous, de les commencer maintenant, parce que la vie est courte, il ne faut pas perdre de temps. Je vous souhaite vraiment le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.